Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle conférence Procléro qui nous donne de continuer à approfondir le thème si important et si complexe du transhumanisme. En décembre dernier, vous en souvenez, M. Yves Cazot, DSI du groupe Michelin, nous avait dressé un panorama des nouvelles technologies et des grandes transformations qu'elles pouvaient provoquer à court et à moyen terme. Membre de l'Académie des technologies, M. Yves Cazot avait posé un regard de fin connaisseur et de praticien des nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous voulons donner la parole à un philosophe afin qu'il nous aide à mettre en perspective les enjeux du transhumanisme en termes d'impact sur la personne humaine. Nous avons donc la joie d'accueillir M. le professeur Emmanuel Brochier, maître de conférence à l'IPC, l'Institut de philosophie comparée à Paris. Il est aussi professeur invité à l'Institut catholique de Paris et de Toulouse. Il a écrit plusieurs ouvrages et de nombreux articles dans des revues scientifiques. Et depuis quelques années, il a fait du transhumanisme un de ses champs d'investigation et de recherche privilégiés. Monsieur le professeur, je vous remercie de consacrer cette heure à nous partager votre réflexion, fruit de votre recherche. Quels sont les enjeux anthropologiques du transhumanisme? Je vous laisse la parole. Nous allons vous écouter avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Le transhumanisme dont nous allons parler est avant tout, me semble-t-il, une vision de l'homme qui justifie tout ce qui favorise et favorisera l'accélération du développement des nouvelles technologies. En 2006, la Commission européenne s'est demandé s'il était pertinent d'organiser un débat public sur la convergence technologique. Et la réponse fut bien évidemment positive, car si, pour reprendre la formule de ce document de la Commission européenne, la graine de la convergence technologique a déjà été semée dans les laboratoires de recherche, si la convergence technologique est fort prometteuse en termes d'innovation, par ailleurs, elle conduit, pensent les rapporteurs, à un nouveau paradigme qui conteste la distinction entre le vivant et le non-vivant. Et qui, par conséquent, pose des questions éthiques, des questions politiques dont il faut débattre dans la sphère publique. Bref, nous dit ce rapport, il faut organiser un débat public pour savoir quelle société voulons-nous dans le futur, étant donné un certain nombre de changements dans notre vision de l'homme. Ce nouveau paradigme, je crois qu'il s'agit du transhumanisme. Et les rapporteurs de préciser qu'il faut éviter les dialogues de sourds, qu'il faut éviter des scénarios soit utopiques, soit, comme on dit, dystopiques. Les uns étant
écrits par les transhumanistes, les autres par ce qu'on appelle les néoludistes, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'opposent à tout progrès technologique d'envergure. Il faut en finir, dit le rapport, en quelque sorte avec les caricatures, pour envisager les choses de façon réaliste, down to earth, réaliste. Et je crois que précisément, le transhumanisme, les transhumanistes, malgré certaines propositions qui ont parfois un goût de science-fiction, les transhumanistes estiment proposer des scénarios tout à fait réalistes en raison même de leur vision de l'homme. Et même, on peut le lire souvent dans la presse, parfois, la réalité semble rattraper la fiction. Ainsi, quels sont les enjeux anthropologiques liés aux nouvelles technologies, liés à la convergence technologique, c'est-à-dire à l'association, en quelque sorte, entre les différents champs disciplinaires? Quelle analyse en fait le transhumanisme? Est-ce une bonne analyse? Pourquoi tant de réticence face au transhumanisme aujourd'hui? Alors, je suis désolé de mettre en avant ce squelette, mais vous comprendrez, j'espère pourquoi bientôt. C'est un squelette d'Homo sapiens. Un grand spécialiste du transhumaniste qui s'exprime en français, Gilbert Ottois, estime avec raison que la science-fiction est consubstantielle au transhumanisme. Consubstantielle au transhumanisme. Et c'est la raison pour laquelle nous allons commencer par l'interroger. On pourrait dire qu'avant même que le mot transhumaniste soit créé, avant même que la première philosophie transhumaniste soit proposée par Max More en 1990, le transhumanisme est déjà ce qu'on appelle un mouvement culturel. Et la science-fiction en est l'un des vecteurs principaux. Finalement, les choses ne devraient pas trop nous étonner, car ne nous retrouvons-nous pas dans une configuration assez comparable à celle des débuts de la philosophie grecque, où, rappelons-nous, la philosophie fut précédée par une autre forme de rationalité, la mythologie grecque. Et c'est bien elle qui inspira un Thalès, et même un Socrate ou encore un Platon. Et bien de la même manière, je crois, toute proportion gardée bien sûr, la science-fiction d'aujourd'hui précède et inspire ces philosophies de Max More, Ray Kurzweil ou aussi peut-être Elon Musk. Ainsi, il s'agira de commencer par dégager l'anthropologie qui se manifeste à travers la science-fiction. Dans un deuxième temps, on va envisager la science, car si le transhumanisme ne s'appuyait que sur la science-fiction, il n'aurait sans doute aucune crédibilité. Le transhumanisme est non seulement un mouvement culturel, mais il est aussi, selon Max More, un ensemble de philosophies au pluriel.
Des philosophies qui ont en commun d'estimer que l'on ne peut plus s'appuyer sur l'argument d'autorité, sur des idées toutes faites, sur des courants philosophiques déjà tracés, mais qu'il faut aujourd'hui interroger le monde tel qu'il est, en s'appuyant sur les connaissances que nous fournissent les sciences. Et c'est la raison pour laquelle nous essaierons de voir avec le regard même des transhumanistes l'apport des sciences à cette vision de l'homme, cette anthropologie présente dans le transhumanisme. Jadis, comme vous savez, l'humanisme avait pour prétention de justifier la recherche scientifique. Et depuis 1979, il est apparu avec un Jean-François Lyotard dans un rapport sur l'état du savoir, commandité par le gouvernement du Québec, que l'humanisme n'était plus en mesure de justifier la science, les savoirs, que l'humanisme n'était plus crédible. C'est la thématique de la fin des grands récits, c'est l'introduction par Jean-François Lyotard du concept en philosophie de postmodernité. Alors si l'humanisme n'est plus en mesure de justifier la démarche scientifique, eh bien le transhumanisme estime qu'en modifiant l'humanisme, qu'en transformant l'humanisme, eh bien il sera à nouveau possible de justifier l'entreprise scientifique. Ainsi donc, qu'est-ce qui a changé quant à la vision de l'homme entre l'humanisme, la vision humaniste de l'homme et la vision transhumaniste de l'homme? Voilà, nous essaierons rapidement, bien sûr, de répondre à ces questions. Vous avez ici Neil Harrison. Ce n'est pas de la science-fiction. Neil Harrison souffre d'une pathologie qui l'empêche de voir les couleurs. Mais il s'est fait implanter un dispositif, un iBook, qui lui permet de, selon ses dires, voir les couleurs. Oh, exactement, il s'agit simplement de percevoir des vibrations et le dispositif lui permet non seulement de percevoir les couleurs que nous pouvons voir nous-mêmes, mais également les ultraviolets, les infrarouges, etc. etc. Il est parvenu à se faire photographier avec ce dispositif et à faire accepter par l'administration britannique que cette photo figure sur ses papiers d'identité. Et c'est la raison pour laquelle il se considère comme le premier cyborg. C'est la raison pour laquelle il estime qu'il n'a pas une identité humaine, mais celle d'un cyborg. Il a d'ailleurs fondé une association qui milite pour la reconnaissance des droits des cyborgs. Ceci n'est pas de la science-fiction. Mais d'où pourrait venir une pareille idée d'imaginer que parce qu'on a implanté un dispositif dans le crâne, on n'est plus un être humain? Eh bien, justement, de la science-fiction. Cette idée vient précisément de la science-fiction, si friande de cyborg. Qui n'a jamais entendu parler, même si vous n'êtes pas des amateurs de science-fiction, d'un Robocop, par exemple? Mais la science-fiction et le cyborg ont reçu leur lettre de noblesse universitaire, pourrions-nous dire, avec une certaine Donna Haraway, une féministe américaine
qui a écrit un manifeste cyborg en 1985. Et là, elle écrivait, je cite, « Le cyborg est un organisme cybernétique, hybride de machines et d'organismes, une créature de la réalité sociale aussi bien qu'une créature de fiction. » C'est très très intéressant de réfléchir sur ce que propose Donna Haraway. Elle se sert de la thématique présente dans la science-fiction du cyborg pour déconstruire toutes les identités naturelles. La distinction homme-femme, bien sûr, mais pas seulement. Il s'agit, avec cette thématique du cyborg, de déconstruire toutes les oppositions qui, selon elle, conduisent inévitablement à une forme ou une autre de domination. Ainsi, par exemple, évidemment, cette opposition entre l'organisme et la machine, où on suppose que l'organisme est supérieur à la machine, mais encore l'opposition esprit-corps, ou vérité-illusion, ou même, je ne prends que quelques exemples d'une longue liste qu'elle propose, ou même l'opposition entre l'homme et Dieu. À chaque fois, dans cette série d'oppositions, le premier terme tend à dominer sur le second. Dieu, la vérité, l'esprit, etc. Il s'agit d'en finir avec ce type d'opposition, et la science-fiction, en quelque sorte, en est le moyen. Comprenons bien, le geste proposé par Donna Haraway, en réalité, est tout cartésien. Et c'est exactement le renouvellement du geste cartésien qui, comme vous savez sans doute, proposa une philosophie nouvelle, en commençant par imaginer le moindre doute, et en se donnant pour méthode de révoquer, de considérer comme étant absolument faux tout ce à propos de quoi il pourrait imaginer le moindre doute, le moindre soupçon. C'est ainsi qu'il en vint très rapidement à douter qu'il avait un corps, à douter qu'il y avait un monde autour de lui. Vous connaissez cela, c'est la fameuse règle d'évidence. Eh bien, Donna Haraway, à sa façon, c'est-à-dire avec la science-fiction, reproduit le geste cartésien pour déconstruire les oppositions. Et avec ce thème du cyborg, Donna Haraway va en quelque sorte substituer aux opposés eh bien, des hybrides, des choses sans frontières. C'est son expression. Et je la cite, « La frontière, dit-elle, qui sépare la fiction de la réalité sociale n'est qu'une illusion. » Mais il faut savoir que ce concept de cyborg, qui nous fait penser à juste titre à la science-fiction, ne vient pas de la science-fiction. Il s'agit, au point de départ, d'un concept scientifique. En effet, en 1960, Klein and Kleins, deux scientifiques, nous sommes au moment de la conquête spatiale, dans une réflexion liée à la conquête spatiale. Ils vont écrire un article qui s'intitule « Cyborg and Space ». Donc ils inventent le concept de cyborg et ils ont conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont conscience parce qu'ils commencent leur article en disant « La conquête spatiale est un défi pour l'humanité non seulement technologique, mais aussi, c'est leur mot, spirituel. Entendez, philosophique.
Et quelle est leur idée? Leur idée, c'est que dans nos programmes spatiaux, nous faisons fausse route. Puisque nous cherchons à exporter, en quelque sorte, au-delà de cette Terre, notre environnement extraterrestre, notre environnement terrestre. Il propose une autre idée. Il propose en quelque sorte de modifier le corps humain pour qu'il soit adapté à un environnement extraterrestre. C'est le concept de cyborg. Non pas un concept de science-fiction, mais un concept de scientifique, dans une revue scientifique. Côté Aeronautics. Alors, je trouve ça très très intéressant. Ce mélange, vous voyez, entre la fiction, la science, qui engendre en quelque sorte un doute. Finalement, je pense qu'il y a dans ce concept de cyborg quelque chose de parent, de voisin, à ce concept que vous connaissez évidemment, plus que moi, ce concept d'agilité, dont on parle beaucoup aujourd'hui, puisqu'il s'agit du fait que l'homme doit être capable de s'adapter dans des environnements changeants. Eh bien, en quelque sorte, le précurseur de cette idée, c'est le concept de cyborg. Sauf qu'ici, il n'est pas question simplement de changer son comportement, mais de changer son propre corps. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas en changeant son propre corps, quelque chose dans son propre corps, qu'il lui sera plus facile de changer son comportement, et donc d'être agile? Une autre source du thème du cyborg en science-fiction est, vous le connaissez peut-être, vous le savez peut-être, la légende rabbinique du golem. Et je suis obligé d'en parler parce que c'est un fait, vous allez voir, historique. Selon la légende, un rabbin aurait modelé de l'argile et le golem, et au moyen d'un code secret trouvé à partir des lettres de l'alphabet hébraïque, inspiré de la Bible, aurait donné vie à ce golem. Évidemment, dans cette tradition juive, il était requis que chaque sabbat, on enlève, on retire le code secret pour que le golem cesse son activité. Quelle était cette activité? Cette activité était de protéger cette communauté juive de Prague. Dans ma première diapo, vous aviez d'ailleurs, voilà, vous aviez la statue du golem de Prague. Ça doit vous faire penser à quelque chose de la science-fiction. Mais en fait, ce n'est que le golem de Prague. Et donc, notre golem était censé protéger la communauté juive, jusqu'au jour où le rabbin oublie, la veille d'un Shabbat, d'enlever le code secret. Et alors, le golem se retourne contre la communauté juive, contre ceux qu'il était censé protéger. Il faudra alors que ce rabbin, selon la légende toujours, eh bien, détruise le code secret. Cela a évidemment inspiré Frankenstein, hein, évidemment. Mais ce qui est important dans cet enseignement, dans l'enseignement de cette légende qui appartient à la Kabbale juive, eh bien, c'est de dire que l'homme est celui qui doit jouer, ou plutôt d'abord imiter Dieu, de la même manière que Dieu est celui qui a pris de la glaise pour créer Adam. Eh bien, comme l'homme est à son image, il doit, à partir de quelque chose d'inerte, la glaise, eh bien, produire un être vivant.
l'homme doit, on le trouve dans la littérature autour du transhumanisme d'ailleurs, cette expression, on la trouve, jouer à Dieu. Entendez, de manière plus améliorative, imiter Dieu. Il est celui qui doit imiter Dieu. Alors, vous me direz, est-ce que ça a un lien? Oui, ça a tout à fait un lien, puisque le premier ordinateur fabriqué en Israël, eh bien, fut appelé Golem Aleph, et qu'à cette occasion fut prononcé un discours qui faisait les liens, expliquait les liens entre le golem de Prague et l'ordinateur. Je ne développerai pas sur ce discours, mais vous voyez que la légende eh bien, inspire non seulement la science-fiction, mais également la science elle-même. D'une certaine manière, le cyborg n'est-il pas une manière de donner vie à une machine, à un dispositif, grâce à cette interface homme-machine? Et finalement, la question est posée de savoir si il ne faut pas porter la machine à une ressemblance encore plus étroite avec l'homme, comme c'est le cas avec l'ordinateur, puisqu'alors la machine imite le fonctionnement de l'intelligence, en tout cas semble imiter le fonctionnement de l'intelligence, ce en quoi l'homme a voulu longtemps se distinguer des autres êtres. Et la question posée par la science-fiction, à laquelle Madi Delvaux, qui a proposé un rapport sur la personnalité électronique des robots, rapport voté par la Commission européenne l'année dernière, le Parlement européen, il appartient à la Commission européenne, mais il a été voté par le Parlement européen l'année dernière, et bien dans ce rapport, on voit l'idée qu'un jour, la machine pourrait en quelque sorte devenir consciente d'elle-même. Carrément. Vous voyez, on est dans cette même trajectoire d'un homme qui joue à Dieu, qui imite Dieu et qui, en quelque sorte, peut et doit peut-être produire un autre comme lui. C'est de la science-fiction, tout le monde le dira, mais en même temps, de plus en plus de monde s'accorde pour considérer la science-fiction comme appartenant à un genre, je cite des études très sérieuses, prophétique. Prophétique. De là à dire, comme Donna Haraway, qu'avec la production de machines qui ressemblent à l'homme, la distinction entre l'homme et Dieu s'estompe, il n'y a qu'un pas que beaucoup de transhumanistes, en commençant peut-être par Ray Kurzweil, n'hésitent pas à franchir. Mais il n'est pas le seul. On ne développera pas toute la portée religieuse du transhumanisme, mais elle est immense. Ce n'est pas un incident, en quelque sorte. On commence à voir les enjeux anthropologiques du transhumanisme. Pour le dire avec Kurzweil, qui travaille, comme vous savez, chez Google, qu'on considère comme le pape du transhumanisme, tout désormais est à repenser de la sexualité, c'est son expression, à la spiritualité. Du fait d'un changement profond possible et souhaitable dans la condition humaine au moyen des nouvelles technologies. Mais, comme on l'a dit, si le transhumanisme ne s'inspirait que de la science-fiction ou des légendes, il peinerait à être crédible. Son crédit vient, je crois, de la vision scientifique de l'homme sur laquelle il s'appuie. Je me trompe de sens. Voilà. Alors, on va regarder les choses de la façon suivante, c'est-à-dire à partir des disciplines auxquelles fait référence l'acronyme NBIC. Nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'information et sciences du cerveau. Et nous allons envisager ces nouvelles technologies non pas dans l'ordre de l'acronyme,
mais j'allais dire dans l'ordre de leur contribution, dans l'ordre historique de leur contribution à l'anthropologie, puisque notre propos concerne l'anthropologie, la vision de l'homme. Et je crois que, il est certain que le premier rapport est celui de la biologie. Le premier rapport est celui de la biologie. Je crois l'apport le plus décisif vient de la biologie. On va essayer de voir pourquoi. Ce que vous voyez plus ou moins bien dans ce buisson, c'est que l'homme ne descend pas du singe. Évidemment, vous avez des exemplaires de singes, alors je ne sais pas si ça fonctionne, voilà, non, mais des exemplaires de singes, des panidés, comme les bonobos, le chimpanzé. L'homme, on voit bien ici, ne descend pas du singe. En revanche, ce que nous dit la biologie, c'est que, eh bien, depuis, en fait, on va dire 1947, je crois que c'est la bonne date, 1987, c'est le congrès de Princeton. Lors de ce congrès, la théorie de l'évolution, ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution, est acceptée par la communauté scientifique. Aujourd'hui, cette théorie est modifiée, synthétique de l'évolution, mais finalement, il faudra vraiment attendre 1947 et le congrès de Princeton. Alors, qu'est-ce que nous disent les scientifiques? Ils nous disent que si l'homme ne descend pas du singe, il y a des similitudes entre l'homme et le singe, des similitudes notamment génétiques très étroites, et il faut expliquer ces similitudes. Nous n'avons pas à notre disposition d'autres moyens d'explication que celles que nous rencontrons, j'allais dire, dans la vie ordinaire. Quand entre des frères, nous percevons des similitudes, nous comprenons très rapidement eh bien, qu'ils ont les mêmes parents. Par conséquent, s'il y a entre des individus d'espèces différentes des similitudes, c'est qu'il y a un ancêtre commun. On pourrait peut-être expliquer les choses autrement, mais en tout cas, on n'en a pas pour l'instant les moyens. Donc, entre l'homme et les singes actuels, les panidés actuels, eh bien, il y a nécessairement un ancêtre commun qui serait apparu, qu'on ne connaît pas. Vous n'avez aucun taxon ici qui représente cet ancêtre commun. Il serait apparu entre il y a moins 10 millions d'années et moins 8 millions d'années. Étant entendu que le premier fossile d'hominidés que nous avons, c'est Toumaï, qui a 7 millions d'années. Alors, cette idée d'un ancêtre commun aussi vieux est en quelque sorte confirmée par la paléontologie et par l'apparition dans les couches rocheuses de fossiles d'hominidés, dont la pipédie est très, très affinée. Et vous voyez notamment ici, ce que l'on perçoit bien, c'est que vous avez les stratolopithèques bien connus avec Lucie, eh bien, elle n'est pas un ancêtre de l'homme. En revanche, ce buisson-là montre que Ergaster, l'homme artisan, est une souche de Sapiens. Bon. Le but de cette présentation, que vous connaissez bien, c'est simplement d'avoir une réflexion philosophique dessus. Quelles sont les conclusions philosophiques que l'on peut tirer de cet enseignement de la biologie ? Bien, la conclusion est assez simple. C'est qu'il n'y a pas de différence radicale entre l'homme et les autres hominidés, comme Ergaster, comme Erectus, etc., habilis, ni non plus de différence radicale entre l'homme et les représentants de la famille des panidés. Bref, entre les corps vivants, les organismes vivants, vous voyez, le premier enseignement philosophique, je ne sais pas si c'est un bon enseignement, mais en tout cas c'est celui qui est très souvent tiré, le premier enseignement, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de différence radicale, que l'homme est le moment d'une histoire évolutive qu'il partage avec bien d'autres espèces. Vous savez, ce point est extrêmement important puisque le mot transhumanisme est un néologisme qui a été créé en 1957 par Julian Huxley.
Julian Huxley, c'est celui qui invente le concept de théorie synthétique de l'évolution. Julian Huxley, c'est le petit-fils de Thomas Huxley, celui qui fut le défenseur, le bulldog de Darwin. Julian Huxley est un biologiste avant que d'être le premier président de l'UNESCO. Julian Huxley va proposer le mot transhumanisme précisément en regard de ce qu'apporte l'évolution. Finalement, on pourrait dire que le transhumanisme a dans ses gènes cette idée que l'évolution, ou plutôt l'homme, est un simple moment d'une histoire évolutive. Mais attention, pour Darwin, l'homme se distingue pas radicalement, mais se distingue nettement, pas radicalement, mais nettement des autres animaux, bien sûr. Et ce par quoi l'homme se distingue, selon Darwin, eh bien, c'est le comportement moral. Le comportement éthique, qui est en quelque sorte un fait polémique, qui est en quelque sorte une contre-expérience venant de prime abord invalider son explication par la sélection naturelle. Parce que chez l'homme, au lieu d'éliminer le plus faible, eh bien, on prend soin du plus faible. Il le remarque, il va écrire un ouvrage qui s'appelle « La filiation de l'homme » en 1871, et il va expliquer, par la sélection naturelle, l'origine de ce comportement altruiste. Il va faire la première généalogie de la morale, généalogie matérialiste de la morale. Il va expliquer l'origine de ce comportement altruiste. L'homme se distinguant du non-humain par sapiens, je voulais dire. Sapiens se distinguant des autres homos ou des autres non-humains par le comportement moral. C'est ce que veut dire sapiens dans Homo sapiens. Et je crois qu'on a un enseignement intéressant, c'est-à-dire que pour le transhumanisme, ce comportement altruiste est essentiel. C'est pourquoi le transhumanisme est encore un humanisme sous ce rapport-là. Et je crois que si les nouvelles technologies devaient modifier le corps humain de telle sorte que finalement le comportement ne puisse plus être altruiste, de telle sorte que le comportement altruiste ne soit plus valorisé, on pourrait non plus parler simplement de transhumanisme, mais de posthumanisme. Le transhumanisme est un humanisme, et l'humanisme, après Darwin, pas seulement après Darwin, on a aussi ça chez Kant, se caractérisant par le comportement altruiste, on pourrait dire par cette valeur de fraternité. Avec Nietzsche, qui a beaucoup lu Darwin, avec Nietzsche, qui a beaucoup réfléchi sur la biologie, dans Ainsi parlait Zarathustra, on en arrive à l'idée que l'homme doit participer de manière active à sa propre évolution. Et je suis bien obligé de faire mention de Nietzsche, puisque Max More, indépendamment, dit-il, de Julian Huxley, va, de son côté, créer le néologisme transhumanisme en lisant Nietzsche. Ainsi parlait Zarathustra, un Nietzsche qui interroge, un Nietzsche qui dit, ayant Darwin en perspective, l'homme est fait pour être dépassé. Qu'as-tu fait pour le dépasser ? Max More, Max O'Connor en fait, qui se fait appeler Max More, Max Plus. Se dit, mais effectivement, c'est la bonne question. Une chose est de regarder le passé, de voir cette origine animale de l'homme, du corps humain. Mais finalement, si l'homme a une histoire évolutive, cette histoire devrait se poursuivre. Et alors, à ce moment-là, il y a deux choses. Soit on laisse faire la nature, soit, l'homme y participe activement. Et c'est tout le thème du surhumain chez Nietzsche. Oh, il y a bien sûr une différence entre Nietzsche et le transhumanisme, c'est-à-dire que chez Nietzsche, il s'agit simplement d'une transmutation, en quelque sorte, des valeurs. En interprétant toute chose à partir de la terre, je ne développe pas.
Tandis que pour le transhumanisme, il s'agit plus radicalement et de manière plus réaliste d'une transmutation de la chair, des corps, du corps humain, au moyen de la technologie. En quelque sorte, chez Nietzsche, c'était symbolique. Ça devient beaucoup plus réaliste avec Max More. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez cette filiation avec l'enseignement de la biologie évolutive. La question qu'on peut se poser, est-il si évident que l'homme n'est que le fruit d'une évolution? Qu'il en soit le fruit, oui, sans doute, mais n'est-il que le fruit d'une évolution? Et puis, finalement, la nature peut-elle fonder l'agir moral? On avait longuement dénoncé le sophiste naturaliste en disant la morale ne doit jamais s'appuyer sur la nature ne nous dit pas ce qu'on doit faire. Et voilà qu'avec le transhumanisme, cette nature évolutive de l'homme devient en quelque sorte le fondement d'un impératif, peut-être parfois catégorique, pour dire il faut que l'homme devienne le maître de sa propre évolution. Est-ce que c'est si évident que ça? Je serai peut-être un peu plus rapide sur le deuxième domaine, non plus la biologie, mais cette fois-ci les sciences de l'information. Et d'ailleurs, je vais associer les sciences de l'information, et vous allez voir pour quelles raisons, avec les sciences du cerveau. Je pense que c'est des domaines maintenant qui deviennent non seulement interdisciplinaires, mais qui seront bientôt transdisciplinaires. C'est-à-dire avec une unité très forte. Vous avez sous les yeux le premier jeu électronique conçu en 1912 par Leonardo Torres. Ici, Gonzalo et son fils, qui en 1950, à Paris, montre à un certain Norbert Wiener ce jeu d'échecs automatique. Il s'agit d'un jeu d'échecs automatique. Premier jeu électronique. Alors, il ne ressemble pas tout à fait à ceux que nous connaissons, mais quand même, pour 1912, c'est pas mal. Alors, je voudrais surtout parler de Norbert Wiener, le père de la cybernétique. En 1948, son ouvrage majeur, les Cybernetics, c'est un ouvrage intéressant, mais pour le grand public, il publiera en 1960 God and Golem. Ah, tiens, le thème du golem qui revient. Et prédit beaucoup de choses, notamment que la machine battra l'homme au jeu d'échecs. Alors, vous savez qu'en 1997, avec Deep Blue d'IBM, c'est le cas, face à Kasparov. Mais ce ne sont pas ces prédictions qui vont nous intéresser. C'est son analyse. Et le premier point de son analyse concerne la notion de machine. Descartes avait parlé de l'animal-machine, mais il opposait radicalement l'homme à la machine, le cogito à la machine. On va voir un bouleversement conceptuel. Vous voyez tous ces grands scientifiques, Norbert Wiener est l'un des pères de l'informatique, c'est un scientifique prodigieux dans tous les domaines. La cybernétique a disparu comme discipline, mais parce qu'elle a inspiré en quelque sorte, elle est devenue un paradigme dans beaucoup de disciplines différentes, sont aussi de grands philosophes. En tout cas, des philosophes qui réfléchissent et qui renouvellent la réflexion. Et donc ici, avec Norbert Wiener, une réflexion sur la machine. Il nous fait remarquer que toute machine possède 3 caractéristiques. Première caractéristique, elle peut apprendre. C'est pas mal pour l'époque, hein? Nous sommes en 1964 quand il écrit ça, dans God and Golem. La machine peut apprendre. Alors aujourd'hui, à l'heure du deep learning, ça ne nous étonne plus, évidemment.
il nous dit « La machine peut également reproduire une autre machine à son image. » Alors, à l'heure des imprimantes 3D, là non plus, ça ne nous étonne plus beaucoup. Mais quand même, nous sommes en 1964. Et enfin, il nous dit qu'il y a une coordination possible entre la machine et l'homme, et là encore, à l'heure des interfaces cerveau-machine, cela ne nous étonne plus. D'ailleurs, il travailla longtemps sur des prothèses. Évidemment, il ne se considère pas comme un transhumaniste. Mais finalement, ce qu'il nous dit, c'est qu'entre une machine et un être vivant, ou plus encore, qu'entre une machine et l'homme, il n'y a aucune différence. L'homme est une machine, il le dit explicitement. La personne est l'analogue d'une machine. Mais bien sûr, d'une machine conçue de manière cybernétique, avec un système de feedback, etc., etc. Communication et de contrôle. L'homme, vous voyez, nous disent ces scientifiques pionniers dans les sciences de l'information et du cerveau, finalement est une machine. Une machine capable d'apprendre, comme n'importe quelle machine. Une machine capable de s'auto-reproduire, comme n'importe quelle machine. Une machine capable de communiquer avec l'homme, donc c'est la communication cerveau-cerveau par exemple, comme il est possible de faire une communication entre cerveau et machine. Nous sommes en 1964. L'homme n'est qu'une machine. Le point suivant, en quelque sorte, l'étape suivante, arrive avec Vernor Wenge, qui est à la fois un mathématicien et un auteur de science-fiction. Dans la même personne, vous voyez, il y a la science-fiction et la science. Et alors lui, il va populariser un concept essentiel pour notre sujet, qui est le concept de singularité technologique. Vous allez voir, c'est lié à la cybernétique. C'est-à-dire que finalement, comme toutes les machines, comme notre cerveau est une machine, comme l'intelligence humaine est une machine à produire de la connaissance, comme on pourra produire des machines qui produisent de la connaissance sans qu'elles soient humaines, nécessairement tout converge vers un moment singulier où l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine. Nous sommes en 1993. Oh, cette idée de la singularité, elle ne vient pas de Winge, elle vient d'un autre informaticien, père de l'informatique, grand scientifique, John von Neumann. Et c'est cette idée de tout converge, tout se précipite de plus en plus vers ce point, ce moment de l'histoire. Et il y a quelque chose d'irréversible. C'est un moment où l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine et sa caractéristique, c'est qu'elle sera capable de produire d'autres intelligences artificielles sans l'aide de l'être humain. Et là, Winge dit, nous serons à l'ère de la post-humanité. C'est-à-dire que l'homme ne sera plus l'être le plus intelligent. Son intelligence étant dépassée par celle de la machine, étant entendu que finalement, quand on parle ici d'intelligence, on ne parle de rien d'autre que d'un calcul au moyen d'algorithmes. Mais ça semble assez sérieux puisque Kurzweil, qu'on aime interroger, notamment au FMI, eh bien Kurzweil estime que cette singularité, il a écrit un livre tout entier, dont on ne va pas parler ici, sur le sujet, Singularité is near, et il estime qu'elle aura lieu en 2045, très sérieusement. Et puis, ce doit être assez sérieux, puisqu'un Elon Musk, pour prévenir d'un danger, car si l'intelligence
artificielle dépasser l'intelligence humaine, elle se constituerait pour l'humanité, estime beaucoup, un risque existentiel, une menace de disparition. Alors, vous le savez, en 2006, il a créé sa société Neuralink pour construire des interfaces cerveau-machine qui permettraient de lutter d'égal à égal, en quelque sorte, contre des super intelligences artificielles. On a l'impression d'être en science-fiction, mais non, des fonds sont versés, c'est la plus simple réalité. Voilà. Le deuxième point, donc, avec les sciences de l'information, nous interroge, est-ce que la connaissance humaine, l'intelligence humaine, c'est simplement une faculté de calcul, au point qu'un supercalculateur non humain pourrait la dépasser. Regardons maintenant le quatrième domaine, sans doute le plus prometteur à mon sens, mais on en parle peut-être un peu moins dans le grand public. Aujourd'hui, le plus présent, c'est la révolution. C'est le secteur des nanotechnologies. Parce que en 1981, des ingénieurs de chez IBM vont mettre au point un microscope à effet tunnel. L'effet tunnel est un effet quantique qui permet non seulement de voir les atomes, mais également de les manipuler. Dans le rapport City-NBIC, qui a lancé sur la scène internationale le transhumanisme, les rapporteurs Bainbridge et Rocco estiment qu'il s'agit là de la découverte la plus fondamentale, celle qui fonde la convergence, celle qui fonde l'exigence d'interdisciplinarité. Parce que nous montrent les microscopes à effet tunnel ou plus tard les microscopes à force atomique, eh bien, ils nous montrent que, au niveau du nanomètre, c'est-à-dire du milliardième de mètre, il n'y a pas de différence entre un être vivant et un être non vivant, entre un être artificiel et un être naturel. Finalement, c'est la biologie qui avait raison. Il n'y a pas de différence radicale. Et que toutes les différences ne sont que des structures qui ont émergé, mais au gré du hasard, d'où nombre de leurs imperfections. Et c'est la raison pour laquelle, en remplaçant le naturel par du technologique, y compris dans le corps humain, eh bien, on pourrait faire beaucoup mieux que la nature. Beaucoup mieux que la nature. Avec cette idée que l'homme, sa personnalité, pourrait être inscrite, copiée sur un autre support. Finalement, cette réflexion à partir des nanotechnologies, c'est une réflexion sur le corps humain. Notre corps fait-il partie de notre identité? Imaginons possible que notre personnalité soit reproduite sur un support numérique ou autre, implémentée dans un robot. Imaginons, faisons un peu de science-fiction. Est-ce que ce serait encore nous? Notre corps fait-il partie de notre identité? Voilà les questions que les domaines les plus à la pointe de la science nous posent aujourd'hui. Finalement, et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai poursuivi tout au long de ces réflexions avec un squelette, il me semble que Homo sapiens, quand on le regarde avec les yeux de la science, est déjà mort. Ce n'est plus un vivant, c'est une machine. Il est déjà mort, c'est un cadavre dont on peut remplacer les pièces. Finalement, et on va y réfléchir un peu dans le temps qui nous est encore imparti, l'homme n'est plus quelqu'un.
Il y a encore des êtres qu'on appelle hommes, mais il n'y a plus personne. Et dans cette perspective, me semble-t-il, c'est la liberté elle-même qui risque de devenir la prochaine fiction. On pourrait même se demander si désormais notre corps nous appartient. Ainsi, nous en arrivons à notre dernière partie, plus difficile, parce que plus philosophique. C'est la partie sur les impasses de l'humanisme. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que finalement, la science, les développements scientifiques les plus novateurs mettent en difficulté l'humanisme classique. Que dit l'humanisme classique? Avec l'un de ses représentants, ici Kant, il dit en substance que l'homme doit être considéré comme une fin, et non seulement comme un moyen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire beaucoup de choses, mais cela veut dire que l'on ne peut pas le considérer comme un objet, que son corps ne peut pas être simplement considéré comme un objet, dont on modifierait à souhait les parties. Il faut avoir cette conscience que l'homme est une fin, que l'homme a la dignité d'une fin, et non celle d'un moyen, simplement. Quand on regarde, au contraire, l'homme à travers le regard du biologiste, à travers la biologie évolutive, ce qui apparaît, c'est qu'il est plus possible de considérer l'homme comme une fin. L'homme, en substance, c'est ce que dira Nietzsche, est un passage. L'homme n'est plus que le moment d'une histoire. L'homme n'est que le moment qui prépare l'avènement d'un surhumain pour Nietzsche, d'un transhumain pour les transhumanistes, et peut-être d'un post-humain. Bref, est-il encore possible aujourd'hui de considérer l'homme comme une fin? Et si ce n'est plus possible, au regard de la biologie évolutive, alors qu'est-ce que l'humanisme a encore à nous dire? Sa vision de l'homme n'est-elle pas devenue obsolète? Alors, vous me permettrez ici de faire référence à un grand philosophe du XXe siècle, même s'il fut pape. Il s'agit de Jean-Paul II, qu'on peut considérer comme un très grand philosophe du XXe siècle, et ici, vous allez voir, c'est vraiment à ce titre que je le convoque. Dans un discours adressé aux membres de l'Académie pontificale, enfin il s'agit d'un message pour être précis, adressé aux membres de l'Académie pontificale des sciences, font partie de ces membres, d'ailleurs faisait partie Stephen Hawking, dont tout le monde sait qu'il faisait profession d'athéisme, donc il n'est pas nécessaire pour faire partie de l'Académie pontificale des sciences d'avoir la foi. On choisit ces membres par rapport à leurs compétences académiques. Et donc, ce discours s'adresse au monde scientifique, et pas seulement aux chrétiens. Voici ce qu'il dit, en substance, parce que je n'aurai pas le temps de développer. Il y a effectivement des lectures matérialistes de l'évolution, de ce que dit la biologie évolutive. Mais c'est toujours en raison de présupposés philosophiques. Ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas la science qui impose le matérialisme. Il y a toujours des présupposés philosophiques qui conduisent à des lectures matérialistes, lectures, rappelle-t-il, absolument incompatibles, vous voyez, je l'ai mis en gras, avec la vérité, dit-il, de l'homme. Alors, cette vérité de l'homme, c'est évidemment celle de la révélation, mais nous allons voir dans la suite du texte, pas seulement. En réalité, il nous dit que s'il y a bien la possibilité d'une origine animale du corps humain, avec l'homme, nous assistons à un saut ontologique. Voilà la thèse de ce passage. Il y a un saut ontologique. Entendez, l'homme n'est pas totalement le fruit de l'évolution.
Oui, il est sans doute, de par son corps, le fruit de l'évolution. Cela n'est pas remis en question, mais on ne peut pas réduire l'homme à n'être que le moment d'une histoire évolutive. Alors, le dit-il simplement du haut de sa chair théologique? Non, c'est ce qu'on voit dans le paragraphe de droite. Il montre qu'il appartient à la philosophie d'abord, et d'ailleurs à la philosophie de la nature, de statuer sur l'homme, et non pas à la science. La science, de par ses méthodes, est en incapacité de dire si oui ou non, en quelque sorte, l'homme se réduit à la matière. La question appartient à la philosophie. Vous voyez, le moment du passage au spirituel n'est pas un objet d'une observation de ce type, c'est-à-dire d'une observation scientifique. Il faut regarder en philosophe les réalités, et en particulier la réalité humaine, et finalement, c'est grâce à l'expérience du savoir métaphysique, de la conscience de toi, dit-il, et de sa réflexivité, celle de la conscience morale, celle de la liberté, ou encore l'expérience esthétique et religieuse. C'est à partir donc de cette expérience que ne prennent pas en compte les sciences, eh bien, que l'on peut statuer sur la question de l'homme. Évidemment, au-delà, la théologie en dégage le sens ultime selon les desseins du Créateur. Mais vous voyez, l'idée est que la théologie ne peut pas être laissée à elle-même, seule sur des questions de ce genre. Il est nécessaire d'avoir une approche philosophique. Vous voyez, je ne réponds pas à la question, mais je donne en quelque sorte une clé pour y répondre. La formation philosophique. Deuxième mise en difficulté de l'humanisme, deuxième impasse en quelque sorte de l'humanisme. L'humanisme, l'un de ses représentants, c'est aussi Condorcet, notamment dans son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Que nous dit l'humanisme, vous le savez, il nous dit qu'il faut travailler à l'égalité entre les hommes au sein d'une société et entre les différentes sociétés. Quel est le fondement, en quelque sorte, de cet impératif égalitaire? Eh bien, c'est le perfectionnement réel de l'homme. Finalement, il y a derrière cette vision, cette anthropologie qui nous a été proposée par Rousseau, que ce qui distingue l'homme des autres êtres, c'est un perfectionnement indéfini du côté de son esprit. Un perfectionnement indéfini dans ses compétences, avec sa pensée. D'où eh bien, l'effort de l'humanisme classique concernant l'éducation, pour arracher en quelque sorte l'homme à ses déterminismes naturels, sociaux. Oui, mais si désormais, on peut le faire sans l'éducation, mais on peut le faire beaucoup mieux par la technologie. Oui, mais si désormais des machines non humaines sont capables de dépasser, en 2045, eh bien, l'intelligence humaine, alors je ne peux plus distinguer l'homme comme le faisait Rousseau, et c'est même l'impératif égalitariste qui devient sans fondement. Vous voyez, ces changements, cette science, cette convergence technologique charrie est lourd en réalité. On se dit, ah oui, ça lance l'économie, etc. Il y a des enjeux économiques profonds, et il y a des enjeux économiques profonds que vous connaissez mieux que moi, mais il y a derrière tout cela des questions qui sont philosophiques, mais qui concernent chaque personne humaine, la société dans sa globalité. Enfin, excusez-moi. Enfin, je serais beaucoup plus, pas enfin, mais ainsi, je serais beaucoup plus rapide. Là, je ne peux pas développer. Vous voyez, j'ai mis un buste de Socrate qu'on trouve au Louvre. La question, finalement, derrière cela, c'est celle de la définition, notamment de la définition de l'intelligence, de la définition d'une personne humaine. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ces développements, simplement je voudrais signaler Turing dans un article célèbre en 1950, où il commence par dire, la question étant posée, de savoir si les machines peuvent penser, et Turing dit, oh, il faudrait sans doute commencer par définir, mais on ne pourra jamais définir. Turing commence par renoncer à la définition.
à définir ce que veut dire l'intelligence. Et il dit, eh bien, il va falloir monter une expérience, une sorte de jeu. Je ne rentre pas, vous connaissez sans doute. Eh bien, à ce moment-là, on peut dire, puisqu'on ne définit plus l'intelligence, qu'il y a une sorte d'équivalence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle. Mais derrière, ce que nous avons perdu, c'est ce que nous avait appris Socrate, à savoir, à définir. Qu'est-ce qu'un homme ? Alors, je voudrais entrer maintenant dans une dernière impasse de l'humanisme. L'humanisme postule toujours une forme de dualisme. Il s'agit d'opposer l'esprit au corps, à la matière. Oh, c'est un résidu de Descartes. Et finalement, ce que nous montrent les sciences, notamment les nanotechnologies, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les êtres. Au niveau de la matière, quand on regarde ces êtres avec des microscopes. Et là, je crois que nous pouvons, pour conclure, prendre le temps d'écouter Bergson, un philosophe. Car il nous apporte également une clé assez extraordinaire. Qu'il y ait des sciences spéciales et qu'il faille choisir, c'est une dure nécessité. Il faut se spécialiser. Nous devons nous résigner à connaître peu, parce que quand je suis spécialiste dans un domaine, je suis le néophyte dans tous les autres, si nous ne voulons pas tout ignorer. Mais on ne saurait s'y résigner trop tard. Chacun de nous devrait débuter, comme l'a fait l'humanité, par la noble ambition de tout connaître. On ne devrait descendre à une science spéciale qu'après avoir considéré d'en haut, dans leurs contours généraux, toutes les autres. C'est que la vérité est une. Les sciences particulières en examinent les fragments, mais vous ne connaissez la nature de chacun d'eux que si vous rendez compte de la place qu'il occupe dans l'ensemble. Vous avez tous manié un microscope, vous voyez, le microscope maintenant sont à force atomique. Mais on a tous manié un microscope et vous avez pu voir dans la boîte qui le contient ces plaques de verre qui renferment une préparation anatomique. Prenez l'une d'entre elles, placez-la sous l'objectif et regardez à travers l'instrument. Vous apercevez un tube divisé en compartiments, faites glisser la plaque aux cellules, succèdent les cellules. Vous avez distingué admirablement chacune d'entre elles. Mais quel était l'objet? Et qu'avez-vous vu? Vous serez bien obligé, si vous voulez le savoir, de laisser là votre instrument et de contempler à l'œil nu, dans sa totalité repoussante, la patte d'araignée. C'est pour regarder la vérité au microscope qu'on l'a, elle aussi, décomposée, créé des spécialités. Si l'on ne commence par jeter un coup d'œil sur l'ensemble, si l'on se transporte tout de suite aux parties pour ne considérer qu'elles, on voit très bien peut-être, on ne sait même pas ce qu'on a regardé. Ce texte est absolument extraordinaire. C'est un texte qui a été d'un discours adressé à des jeunes bacheliers en 1882. Il nous dit que finalement, il ne faut pas laisser ces questions qui ont donc des enjeux anthropologiques forts aux seuls scientifiques. Il ne faut pas non plus, quand on fait de la philosophie, simplement réfléchir à partir des sciences. Mais il faut prendre du recul. Il faut s'appuyer sur cette expérience ordinaire. Car c'est à partir de là que nous pouvons percevoir ce que sont les choses dont nous parlons. C'est à partir de là
que nous pouvons les définir dès qu'on a un microscope, quel que soit ce microscope, et vous voyez qu'ici c'est une métaphore, eh bien on est dans l'incapacité, comme Alan Turing, de définir, de dire ce que sont les choses. Et définir, ça veut dire distinguer. Vous savez, ces distinctions que refusait Donna Haraway. Oui, mais voilà, comme le dit Stephen Hawking, récemment décédé, la philosophie est morte. Elle n'a pas pu survivre au développement de la science. Il dit ça dans « Y a-t-il un grand architecte dans l'univers ?» C'est la traduction française de The Great Design. La philosophie est morte et je crois qu'il y a donc un enjeu. Voilà les conclusions. Voilà les conclusions. C'est d'abord que nous assistons réellement, qu'on le veuille ou non, à un changement d'époque. Je crois que cette époque ne peut plus être dominée par l'humanisme classique. C'est ce que nous avons montré. Et la conséquence, comme nous venons de le voir, c'est que la philosophie joue à nouveau un rôle décisif dans cette situation de crise anthropologique. Elle joue à nouveau un rôle décisif, car si Stephen Hawking dit que la philosophie est morte, il prend néanmoins le temps d'écrire un ouvrage de philosophie pour nous expliquer qu'elle n'est finalement pas si morte que ça avec lui. Et enfin, je crois que nous pouvons dire que il ne faut pas laisser ces questions aux seuls philosophes de métier. Je crois que la question n'est pas simplement une question intellectuelle. Je crois que derrière cette convergence technologique, derrière cette accélération du progrès technologique, eh bien, il y a un enjeu fort, qui est un enjeu d'éducation, parce que chaque fois que nous avons plus de pouvoir, il faut, mais la technique n'y fera rien, améliorer l'homme, augmenter l'homme dans ses capacités pour qu'il choisisse le bien. Si nous ne le faisons pas, les machines le feront à notre place. Merci. Je voudrais rajouter simplement un mot, si vous me permettez, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas expliqué. C'est cette image qu'on a vue dans le premier slide et puis qu'on revoit maintenant centrale, qui est un tableau qui, en fait, illustre l'ouvrage de Dante, un ouvrage du XIVe siècle, l'ouvrage de Dante, la partie sur le paradis de la Divine Comédie. Et pourquoi ce tableau? Tout simplement parce qu'en fait, ce ne sont ni Max More, ni Julian Huxley qui ont inventé le terme transhumanisme, mais bien Dante, dans la Divine Comédie, pour décrire, en fait, eh bien, la transformation du corps d'Adam arrivant au paradis. Donc vous voyez, cette question du transhumanisme, c'est une question extrêmement complexe. Merci. Merci infiniment, Monsieur le Professeur, de votre conférence, je pense à la fois si passionnante et passionnée. Un homme passionné, c'est extraordinaire de vous écouter. Merci beaucoup de nous avoir rendus plus libres, je trouve, aujourd'hui, après vous avoir écouté, d'avoir mieux compris les enjeux profonds liés à cette crise anthropologique que nous vivons. Et vous savez que dans le cadre de Procléro, dans le cadre de Pro-Persona, on est habité par cette centralité de la personne humaine, cette réflexion, cette philosophie. On se pose la question, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la personne humaine, qu'est-ce que l'intelligence humaine, qu'est-ce que l'âme humaine? Et je vous invite non seulement à aller réécouter la conférence d'Emmanuel Brochier sur le site, elle sera disponible dans quelques jours, tant que les techniciens la mettent en place, mais je vous invite, et ce serait une bonne manière de prolonger cette conférence, d'aller relire les 5 premiers cahiers Pro-Persona qui traitent de l'anthropologie, parce qu'il faut, ça fait partie de la 3e conclusion, l'éducation est un enjeu majeur et ça commence par nous, évidemment. Ça commence par nous. Les 5 premiers cahiers Pro-Persona d'anthropologie, nous devons les connaître absolument par cœur.
et être capable de les transmettre. De les transmettre. L'éducation est un enjeu majeur. Merci vraiment infiniment, monsieur le professeur, c'était remarquable et ça nous a beaucoup nourri. Je termine cette matinée en vous disant qu'aujourd'hui, quelques petites informations, c'est une journée un petit peu particulière parce qu'une fois par année, le Fonds Procléro réunit les dirigeants des entreprises, réunis à huis clos, les dirigeants des entreprises dans lesquelles le Fonds Procléro investit ou qui sont dans le périmètre investissable du fonds. Eh bien, ça va avoir lieu tout à l'heure à 10h. Ça me permet de saluer ceux de ces dirigeants qui sont déjà parmi nous, qui vont rencontrer le comité de pilotage Procléro, le comité Pro-Persona, pour réfléchir. Et cette année, le thème, c'est la responsabilité du dirigeant. Thème ô combien complexe et d'actualité. Vous savez que le Fonds Procléro, qui veut mettre la personne humaine au centre, eh bien, ne se voit pas de ne pas rencontrer les personnes qui sont à la tête des entreprises. Ça paraît tout à fait évident. Je vous annonce aussi que le Fonds Procléro, qui représente aujourd'hui 62,5 millions d'euros d'actifs sous gestion, a terminé l'année 2017, il faut quand même l'annoncer quand ça marche très bien, avec une performance magnifique. C'est aussi l'occasion de remercier le groupe Mescar qui gère le fonds, avec une performance de 8,21% net pour le souscripteur. Ceux qui ont souscrit, eh bien, je pense que vous êtes heureux, contents de ce résultat. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est l'occasion de s'y mettre. Et surtout, grâce à ce mécanisme de partage qu'il y a dans le fonds Procléro, eh bien, le fonds a pu financer l'année dernière, en 2017, 23 séminaristes ont été pris complètement en charge par le fonds Procléro. Aujourd'hui, ils sont 130, donc on a encore de la marge. Il faut monter, il faut monter, il faut monter. Voilà. À la sortie, vous allez trouver, vous pouvez vous servir les cahiers Pro-Persona en particulier. Alors, malheureusement, je crois que les cahiers sur l'anthropologie sont épuisés, sont en phase de réimpression, mais vous les trouvez de toute manière sur le site propersona.fr. Vous les avez là facilement accessibles. Je vous invite à la sortie à prendre les cahiers, les deux derniers qui sont sortis depuis nos dernières conférences Procléro, janvier et février, une sur l'argent, en particulier sur la monnaie, et puis une sur le juste prix. Et vous retrouvez de toute manière tous les cahiers. Il y en a eu 11 publiés déjà jusqu'à aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller sur le site, n'hésitez pas à mettre votre adresse mail, c'est gratuit. Vous recevrez comme ça une newsletter qui, au fur et à mesure, vous les feront connaître. N'hésitez pas aussi à, comme disent les jeunes, liker sur la page Facebook ou sur LinkedIn pour faire connaître les cahiers Pro-Persona, puisque nous avons un enjeu majeur qui est d'éduquer, de transmettre, et en particulier aussi, c'est pas seulement de transmettre aux enfants, c'est de transmettre partout, dans la vie professionnelle, dans vos liens d'amitié, etc. La prochaine conférence Procléro aura lieu le mardi 12 juin, vous pouvez noter, à 8h30, et elle sera donnée par M. Pierre-Yves Gomez, que vous connaissez, je pense, qui est déjà intervenu au tout début des conférences Procléro, qui est économiste, qui est docteur en gestion, professeur de stratégie à l'École de management de Lyon. Il dirige l'Institut français de gouvernement des entreprises, il préside aussi la Société française de management. Il est chercheur spécialisé sur les questions de gouvernance de l'entreprise et sur le travail, auteur de nombreux livres dont je vous recommande la lecture. Et puis, le thème de sa conférence, et ça c'est un thème qui, évidemment, celui-là est central, celui d'aujourd'hui, mais celui de Pierre-Yves Gomez sera très concret par rapport à votre vie professionnelle. Quels sont les impacts des nouvelles technologies sur le travail? Alors, il y a un sujet très important pour l'avenir. Voilà. J'invite maintenant les dirigeants qui sont arrivés à vous retrouver plutôt de ce côté-là, où nous allons monter dans une autre salle pour notre réunion qui commence à 10h. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé à cette conférence ce matin et je vous donne rendez-vous au 12 juin. Bonne journée.